Dans son texte « Une difficulté de la psychanalyse », Sigmund Freud expose la façon dont la science a infligé au narcissisme, à l'amour-propre de l'humanité en général, 3 graves humiliations. Première blessure narcissique, l'homme pensa d'abord, écrit Freud, que son habitation, la Terre, se tenait au centre de l'univers, tandis que le Soleil, la Lune et les planètes se mouvaient dans des orbites circulaires autour de celle-ci. La position centrale de la Terre lui était une garantie du rôle prédominant de celle-ci dans l'univers et semblait tout à fait en harmonie avec sa tendance à se sentir le seigneur de ce monde. Mais voilà, Nicolas Copernic vint ruiner cette illusion narcissique. L'amour-propre humain éprouva sa première humiliation, la blessure cosmologique. Deuxième blessure, nous dit Freud, l'homme s'éleva, au cours de son évolution culturelle, au rôle de seigneur sur tous ses semblables de race animale. Mais non content de cette prédominance, il se mit à creuser un abîme entre eux et lui-même. Il leur refusa la raison et s'octroya une âme immortelle, se targua d'une descendance divine qui lui permettait de déchirer tout lien de solidarité avec le monde animal. Seulement voilà, les travaux de Charles Darwin, de ses collaborateurs et de ses prédécesseurs ont mis fin à cette prétention de l'homme. L'homme n'est rien d'autre, n'est rien de mieux que l'animal. Il est lui-même issu de la série animale. Il est apparenté de plus près à certaines espèces, à d'autres de plus loin. C'est la seconde humiliation du narcissisme humain, la blessure biologique. La troisième humiliation, d'ordre psychologique, lui est cependant la plus sensible. Quelque rabaissé qu'il soit au dehors, l'homme se sent souverain dans sa propre âme. Il s'est forgé quelque part au cœur de son moi un organe de contrôle qui surveille si ses propres émotions, ses propres actions sont conformes à ses exigences. Or, la psychanalyse met en lumière que la vie instinctive de la sexualité ne saurait être complètement domptée en nous, et que les processus psychiques sont en eux-mêmes inconscients et ne deviennent accessibles et subordonnés au moi que par une perception incomplète, incertaine. Le moi n'est donc pas maître en sa maison. C'est la troisième humiliation, la troisième blessure narcissique, la blessure psychologique. Plus d'un siècle s'est écoulé, et voici que la science, toujours impitoyable, continue d'infliger de nouvelles blessures à notre narcissisme. La quatrième blessure date du tournant du millénaire. Des scientifiques nous apprennent que ce « je » que l'on espérait tellement pur et unique est en réalité un « nous », dont la moitié des constituants ne nous appartiennent pas. Entrelacés à nos cellules humaines vivent un nombre équivalent de cellules microbiennes sans lesquelles nous ne pourrions survivre. Des bactéries, des virus, des champignons, des levures, autant de micro-organismes imbriqués dans nos tissus et qui influencent non seulement notre métabolisme, notre immunité, mais aussi nos humeurs, nos comportements. La découverte du microbiote bouleverse la compréhension du corps humain, tout comme notre appréhension du soi comme d'une unité autoconstruite, singulière, homogène. À l'échelle cellulaire, nous sommes aussi humains que microbiens. Enfin, comme si cela ne suffisait pas, eh bien la science inflige une nouvelle blessure à notre narcissisme. Même cette moitié d'humain que nous sommes n'est pas seulement constituée de ce « je », elle aussi est
pluriel. Les 1000 milliards de cellules humaines qui nous composent en tant qu'adultes ne proviennent pas toutes de notre noyau originel. Certaines d'entre elles portent d'autres signatures chimiques que les nôtres. Elles cachent un ADN différent. Et pour cause, elles proviennent d'autres êtres humains. Et pas seulement des échanges cellulaires in utero entre la mère et l'enfant. Ces échanges s'étendent sur plusieurs générations. Ils se jouent parmi toute la fratrie. Ils convoquent les jumeaux évanescents, ces embryons fécondés en même temps que nous, mais qui disparaissent si rapidement que souvent personne ne s'en rend compte. Parfois, cette étrange chorégraphie dépasse l'entre-soi et introduit d'autres soi, via les greffes, par exemple. Ainsi, dans ces alliances, dans ces échanges invisibles, les autres deviennent nôtres. Le passé s'insinue dans le futur remonte le passé. La mort ne signe plus la disparition de nos cellules, c'est la 5e blessure narcissique, celle du microchimérisme. Alors, qu'en sera-t-il des suivantes? Que restera-t-il de l'illusion du jeu, du soi, du moi, maintenant que se trouve brouillée la transmission génétique classique, déformée par nos parcours de vie, nos besoins, nos envies? Nous développons nos propres interprétations sur ce que le microchimérisme signifie pour nous, sur ce qu'il dit de nos identités, de la maternité, de la filiation, de notre angoisse face à la mort. Non seulement la psychanalyse se voit confirmée dans l'un de ses prolongements, la facette transgénérationnelle, mise en lumière et travaillée par des auteurs comme Nicolas Abraham, Maria Torok, Claude Nachin, mais elle est appelée à se projeter au-delà même du transgénérationnel et à tenir compte de cette part des autres que nous portons en nous et qui, forcément, influence nos parcours de vie. Une formidable aventure qui nous emmène encore plus loin, encore plus profond dans les arcanes de l'inconscient, un inconscient pas seulement psychique.